Fonds d'appui à la presse privée annonce des innovations dans la gestion des ressources financières mises à la disposition des médias privés à partir de cette année 2024. Mesdames et messieurs, c'est le seul titre au menu de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Sans transition, pour une utilisation efficiente des ressources mises à la disposition de la presse privée burkinabé, le Fonds d'appui à la presse privée donne de la voix au cours d'une conférence de presse. Il a fait l'état de fonctionnement de la maison, l'état également d'utilisation des fonds mis à la disposition des médias privés et annoncé surtout des innovations majeures pour une meilleure gestion des ressources financières. Abibala Ibouraïma et Fas Newende Ouedraogo pour le reportage. Renforcer un peu la gestion du fonds alloué à la presse privée. Afin d'assurer aux entreprises de presse privée des conditions favorables à leur mission de service public, l'État burkinabé octroie chaque année, à travers le FAPP, le Fonds d'appui à la presse privée, une subvention de 400 millions de francs CFA à l'ensemble de la presse privée. Ce matin, pour donner aux professionnels de médias privés et l'ensemble du peuple burkinabé des informations concernant cette subvention, le FAPP a organisé une conférence de presse et aussi pour faire cas des innovations sur la gestion de cette subvention. En ce qui concerne les innovations majeures de l'arrêté conjoint que je viens de citer du 9 octobre 2023, portant gestion, administration, répartition et justification de la subvention annuelle de l'État à la presse privée par rapport à celui du 5 mars 2021, les innovations sont les suivantes. Au niveau des membres statutaires de la commission indépendante de répartition, donc chaque année il existe une commission indépendante de répartition de la presse privée, commission dans laquelle les organisations de presse sont les plus nombreuses. Donc dans cette commission, un nouvel membre fait son arrivée. Il s'agit de l'organe d'autorégulation des médias. Confère article 6. Le nombre total donc des membres statutaires passe de 11 à 12. Parce qu'il a été rajouté l'OBM. Donc c'est l'organe d'autorégulation des médias qui est donc la fêtière des fêtières. Le nombre des membres observateurs passe de 4 à 5 avec l'arrivée de la Société burkinabé de télédiffusion. Le nombre de personnes ressources dans la commission indépendante de répartition de la subvention est maintenant limité à 3, contrairement à l'arrêté de 2021 où aucune limite n'était précisée. La date limite pour lancer l'appel à candidature au titre de la subvention est désormais le 30 avril de chaque année au lieu du 1er avril de chaque année. Les dossiers de candidature ne sont plus reçus uniquement au FAPP, mais aussi dans des guichets ouverts en région. Il s'agit de la région du centre-est et de la région des Hauts-Bassins. Il est désormais précisé l'autorité donc qui signe avec le président les délibérations des travaux de la commission indépendante de répartition de la subvention. Donc le secrétaire qui contresigne ces délibérations, ça a été précisé. Il a été également institué un secrétariat technique de la commission indépendante de répartition de la subvention. L'entreprise de presse privée en langue française ou en langue nationale, pour bénéficier de ce qu'on appelle la part égalitaire de la subvention, a désormais l'obligation de fournir une attestation de dépôt légal délivrée par l'organe national en charge de la régulation des médias, donc c'est le CSE, une attestation de situation fiscale en cours de validité et une attestation de situation cotisante à la CNSS en cours de validité. L'entreprise de presse audiovisuelle, pour bénéficier de la part égalitaire de la subvention, a aussi l'obligation de fournir une attestation de situation fiscale en cours de validité, une attestation de situation cotisante en cours de validité et une attestation de non-redevabilité à la SBT en cours de validité, plus une copie des reçus de paiement, donc des redevances délivrées par la SBT. Pour être éligible à la subvention des droits désormais, l'entreprise de presse en ligne doit disposer d'un site web et place des noms de domaine, publier des articles au moins par jour et avoir une existence légale. Le conférencier a souligné les soucis liés à la gestion de cette subvention par certains médias, surtout les entreprises de presse en ligne. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les gens confondent leur poche à cet argent-là qui est destiné à améliorer les conditions de travail donc, de l'entreprise de presse. On se connaît tous et c'est dans le domaine de la presse en ligne qu'il y a vraiment assez de soucis. Chacun crée une presse en ligne, c'est comme une stratégie de lutte contre sa propre pauvreté et en ce moment on ne s'en sort pas.
il faut de l'argent du contribuable. Étant donné que nous sommes dans un contexte aujourd'hui sécuritaire difficile, étant donné que tous les efforts sont déployés vers l'effort de paix, il n'est pas question qu'on prenne de l'argent du contribuable donc pour le remettre à des plaisantins. Il faut qu'on essaie vraiment de mettre de l'ordre. En ce qui concerne le volet crédit du FAPP, il a été décidé d'ouvrir de façon permanente les appels à projets. Les dossiers de crédit des entreprises de presse privée sont désormais recevables tous les jours ouvrables au siège du FAPP et dans des guichets ouverts auprès des directions régionales de la communication. Plus d'inclusion socio-professionnelle des personnes malvoyantes, c'est le cri de cœur de l'Association pour le salut des personnes handicapées de la vue du Burkina Faso au cours de la célébration de la Journée internationale du Braille. Une célébration sobre certes, mais fort de sens était présent pour nous Delphine Banissi et Yannick Kaboré. Permettre à la personne handicapée visuelle de s'intégrer, c'est sous cette thématique qu'est célébrée la Journée internationale du Braille cette année 2024. Et à l'Association pour le salut des personnes vivant avec un handicap visuel au Burkina Faso, la journée a été commémorée à travers une cérémonie sobre où l'occasion a été bonne pour le pasteur Lucien Aré de lancer un cri de cœur aux autorités ecclésiastiques et administratives pour une parfaite inclusion socio-professionnelle des personnes vivant avec un handicap, surtout visuel. Un thème qui va droit au cœur, qui prouve maintenant qui nous ouvre la voie de pouvoir nous intégrer à travers le braille. Puisque c'est par cette écriture que la ville va pouvoir lire, écrire aussi, adresser ses correspondances, composer comme les autres aussi qui composent. Donc vraiment, ça nous va droit au cœur et que le thème est bienvenu. Et à toutes les églises, aux différentes confessions, d'ouvrir la porte pour notre structure, afin que nous puissions rentrer en contact avec les frères et sœurs en Christ pour qu'ils puissent nous épauler. À toutes les églises de se mobiliser pour nous aider, pour nous épauler à aller de l'avant pour que le salut parvienne aux personnes handicapées. C'est ça. Aux hommes politiques de continuer à voir du côté de l'emploi des personnes handicapées. Vraiment, c'est une situation qui pourra, si le côté de l'emploi est résolu, c'est sûr que nous allons quitter la mendicité professionnelle. Parce qu'il y a des gens qui, dès que tu es aveugle seulement, on te traite de mendiant. Or que c'est parce que c'est une étiquette qu'on nous a affichée et que cela, dès qu'on nous voit seulement, c'est la mendicité seulement. Donc, mais non. Mais s'il y a la profession, s'il y a l'emploi, l'employabilité des personnes handicapées est normale et correcte, vous allez voir que nous allons quitter la mendicité professionnelle. Noël Menkouni Wangrawa est handicapé visuel, cependant, grâce à l'écriture braille, il étudie la sociologie et entend embrasser une belle carrière professionnelle. Je lance un appel bien sûr aux parents et des personnes avec un handicap visuel de bien vouloir vraiment inscrire les enfants à l'école. De nos jours, il n'y a plus une excuse bien sûr pour laisser son enfant à l'école sous prétexte qu'il ne voit pas. Parce que tous les moyens sont réunis, même s'il y a beaucoup de choses à faire, mais les moyens sont réunis quand même pour permettre à ces derniers-là de se développer, de développer leur esprit, de s'épanouir. Le braille est très important pour moi parce qu'une personne vivant avec un handicap visuel, dire que le braille n'est pas important, c'est mentir. Donc le braille est très important pour moi. Si je suis aujourd'hui étudiant, si je suis aujourd'hui stagiaire, si je suis aujourd'hui à la porte de l'emploi, c'est parce que j'ai utilisé le braille pour grandir. Donc le braille est capital pour le développement de la vie, bien sûr, de la personne porteur de handicap visuel. Pour le représentant des différentes structures de l'éducation nationale, c'est une célébration réussie dans la mesure où elle permet de se pencher davantage sur le bien-être des enfants vivant avec un handicap visuel. Elle témoigne, n'est-ce pas, de l'intérêt que porte le ministère de l'Éducation nationale en charge de travailler à ce que
tous les enfants de ce même pays-là aient une vie acceptable, qu'ils soient sociables. Donc c'était pour moi un devoir de venir représenter mon ministre pour accompagner les organisateurs de cette journée internationale de Braille. Et vraiment, bravo à l'équipe organisatrice, c'était vraiment un succès. Un rappel au nombre des documents retranscrits en écriture braille par l'Association pour le salut des personnes vivant avec un handicap visuel au Burkina Faso, l'on peut citer la Bible Morée dédicacée à l'occasion du 40e anniversaire de l'Alliance biblique du Burkina Faso. De la fraise bio made in Burkina Faso dans nos assiettes, c'est possible. Eh bien, focus ce soir sur le couple Sankara qui l'expérimente depuis déjà 3 années dans les encablures de la ville de Ouagadougou. Découverte avec Delphine Banissi, face de Wende Ouedraogo et Gédéon Tapsova. Sur ce pied, l'on peut avoir environ une dizaine de fruits en une seule cueillette. Produire des fraises au Burkina Faso, cela est bien et belle possible. D'ailleurs, nous sommes en période de récolte. Et un tour sur le lopin de terre qu'exploite le couple Sankara depuis maintenant 3 ans nous a permis de toucher du doigt les réalités de la production de fraises. Nous avons décidé comme ça de tenter l'aventure de la fraise parce que on a d'abord commencé le jardin, on a fait un peu d'oignons, un peu de tomates et un jour pendant que je visitais le bas-fond du Bougourou, j'ai vu un peu comment les gens faisaient et puis on en a parlé, on s'est dit bon, on va essayer de voir. 3 ans on a commencé à cultiver la fraise. Le bilan il est positif. À la longue, on commence à apprendre, à comprendre le processus. Donc au fur des années, on a grandi la surface cultivée, donc ça va. Les difficultés de cette activité se résument à l'état de la terre qu'il faut entretenir et adapter à la plante qui se veut très délicate. Et particulièrement pour les Sankara, il y a aussi la problématique de l'eau. La plupart du temps, la première difficulté que vous allez rencontrer, c'est le sol. Il a besoin d'un sol assez adapté. Ce n'est pas sur tous les sols qu'on peut le faire pousser. Et il faut penser à cela. Il faut même parfois chercher ce sol-là pour venir compléter. À côté de ça, actuellement on a quand même des difficultés avec l'eau parce que l'eau ne suffit pas. On aurait bien voulu étendre toute la surface là de fraises, mais bon, comme la quantité d'eau ne suffit pas, on est obligé de faire la moitié. D'abord, l'entretien de la plante commence d'abord le sol. Voici le sol le convient avec nous. Et après, c'est de l'eau. Maintenant, il faut voir s'il n'est pas attaqué par les criquets, puis d'autres bêtes qui peuvent l'attaquer. Puisqu'on appelle, il y a d'autres bêtes qu'on ne va pas à l'œil, qu'on appelle les mouches de légumes. Là, on ne les va pas. Je ne sais pas à quel temps ils viennent. Mais souvent, tu viens matin, tu trouves que la plante là, au niveau des nouvelles feuilles là, c'est attaqué. Donc, il faut commencer à traiter. C'est avec de l'engrais, du fumier, ça passe. La fraise est une plante assez particulière dont la culture demande beaucoup d'attention selon les explications du jardinier traitant. Mis en terre en avril, les premiers fruits peuvent être cueillis entre janvier, février, mars et avril. Ça prend du temps. Donc d'abord, il faut entretenir la plante depuis avril jusqu'à novembre pour pouvoir planter. Donc à partir de là, maintenant, ça commence sa production. Et la production commence à partir de janvier. De janvier, février, mars, avril, ça s'arrête. Maintenant, pour replanter encore, il faut entretenir pour que les plantes restent. À partir de là, maintenant, on renouvelle. Ça. Un peu, ça dépend de sa grandeur qui peut donner ses fruits. Si les petits détails, ça peut donner au moins 3, 4, 5 par récolte. Bon, si aussi les grands détails, elle peut donner au moins 6, 7 ou 8, des fois même 10. Ça dépend de la grandeur et puis la santé de la plante. Si la plante est bien nourrie, bien entretenue, qui n'est pas malade, elle produit beaucoup de fruits. La capacité de récolte, là, ça varie. En début de production,
on peut tourner autour de 3-4 kilos et puis ça s'accroît. Et à un moment même, on peut atteindre les 20-25 kilos. Donc nous sommes actuellement en début de production. Donc on tourne autour de 5-6 kilos. Et sur le marché, le kilogramme de fraises pourrait atteindre environ 4 000 francs CFA en fonction de la période. Dès que nous faisons une récolte, je publie et dans l'heure, ça commence à partir. Il y a aussi une pâtisserie à Ouagadougou qui s'est approchée de nous et qui vient se faire livrer ici aussi. Les conseils de l'expert pour une bonne production de fraises, il faut avoir un bon terrain, c'est-à-dire que le terrain qui n'a pas trop de cailloux, ou même qui n'a pas trop d'argile, puisque quand c'est sec, tu commences que ça se fendit là. Donc ce genre de terrain, je crois que c'est difficile. Mais la terre, il faut souvent cultiver pour que ça soit mou. Si la terre n'est pas dure avec la plante, elle peut survivre. Il n'y a pas de là maintenant, comment tu fais? Il faut bien l'arroser, il faut bien le cultiver, il faut bien protéger. Et encore, va si elle n'est pas attaquée par certaines maladies. Quand tu vois que la plante ne donne pas sa couleur comme verte, là c'est que la maladie. Si elle est jaune ou bien autre couleur qui n'est pas verte, c'est que la plante n'est pas en bonne santé. Le couple Sankara, initiateur de ce jardin bio, invite à tous ceux qui sont passionnés par une activité quelconque à se lancer car cela pourrait contribuer à l'innovation et au développement dans notre cher pays. C'est vraiment une belle expérience, on a tenté, on a essayé, on a vu que c'était possible. Donc on invite vraiment les uns et les autres, si vous avez des visions, des initiatives, essayez, ça donne toujours. J'aimerais inviter ceux qui peuvent le faire, parce que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, ça donne des fruits qui sont comestibles, très bien, et puis même avec les enfants. On arrive de venir le samedi avec les enfants pour faire la récolte, ça les rend heureux. C'est vrai qu'ils finissent, tout ce qu'ils enlèvent, ils finissent en même temps, mais c'est bon, c'est bon. Et c'est une plante vraiment qui donne de très bons fruits. Il y a beaucoup qui sont surpris de voir des fraises au Burkina, alors que ça pousse très bien. Soulignons que la fraise est l'un des fruits les plus riches en flavonoïdes, molécules naturelles, présentes dans les plantes qui sont de puissants agents antioxydants. En sus, la fraise est une plante qui demande beaucoup d'eau et de soleil. Ouvrons la fenêtre internationale dans cette édition. Au Sénégal, le gouvernement restreint pour la deuxième fois l'accès à Internet, signe que le climat politique reste toujours délétère dans ce pays. Alors que sa marche a été interdite, l'opposition annonce qu'elle damera bien sûr les rues de Dakar le samedi prochain. Le gouvernement sénégalais a suspendu mardi l'accès aux données mobiles. La mesure a été prise alors que le collectif Protégeons nos élections avait appelé à une marche contre le glissement du calendrier électoral. L'accès à Internet avait déjà été restreint pendant au moins 8 jours alors que les parlementaires se prononçaient sur le report de la présidentielle. Les autorités sénégalaises justifient ces restrictions par la diffusion sur les réseaux sociaux de messages de haine subversifs qui ont déjà provoqué de violentes manifestations. La semaine dernière, au moins 3 manifestants ont été tués. L'ONU a fait part de sa préoccupation suite aux informations faisant état d'un recours inutile et disproportionné à la force contre les manifestants, tout en appelant les autorités sénégalaises au respect du droit des populations de manifester pacifiquement. Le climat politique reste délétère au Sénégal, alors que sa marche a été interdite mardi. L'opposition annonce qu'elle descendra dans la rue samedi. L'Espagne et l'Irlande demandent une révision urgente de l'accord Union européenne-Israël. Les raisons évoquées, la guerre à Gaza et surtout l'aggravation de la crise humanitaire.
L'Espagne et l'Irlande demandent une révision urgente de l'accord entre l'Union et Israël. Les deux pays évoquent de possibles violations du droit international. Dans une lettre commune, les premiers ministres Pedro Sánchez et Leo Varadkar évoquent de profondes inquiétudes à propos de l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza. La guerre a fait plus de 28 000 victimes palestiniennes dans l'enclave, selon le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas. Les deux responsables européens demandent à la Commission européenne d'évaluer si Israël respecte ses obligations dans le cadre de l'accord d'association qui contient une disposition sur les droits de l'homme et les principes démocratiques. L'institution confirme avoir reçu le document, mais elle estime qu'il est trop tôt pour évoquer les éventuelles étapes suivantes. The EU consistently underlines the importance of ensuring the protection of all civilians at all times in line with international humanitarian law, and it deplores all loss of lives, of civilian lives, and that the EU continues to pass these messages in all its statements, but also as well bilaterally in its contacts with the Israeli authorities. Pedro Sánchez et Leo Varadkar s'inquiètent particulièrement d'une éventuelle offensive terrestre à Rafah, une ville située dans le sud de la bande de Gaza et où plus d'1 million de Palestiniens sont réfugiés. Ils soulignent que cette opération serait une catastrophe humanitaire encore plus grande. Au Kenya, et c'est le dernier élément de ce journal, les déchets d'ananas transformés en produits textiles. Au-delà de son rôle de fruit exotique, les feuilles d'ananas sont transformées en une matière première pour la création d'un textile durable à travers, bien entendu, un processus de recyclage. L'ananas va au-delà de son rôle de fruit exotique. Au Kenya, il est transformé en une matière première pour la création d'un textile durable à travers un processus de recyclage. Cette initiative offre d'ailleurs aux agriculteurs une nouvelle source de revenus. Je suis agriculteur, j'ai commencé à cultiver l'ananas il y a très longtemps. Et comme beaucoup, avant j'avais l'habitude de jeter ou de brûler les feuilles du fruit. Mais depuis que j'ai rencontré cette entreprise appelée Pinekazi, nous leur vendons les feuilles à 15 shillings chacune. Le potentiel des feuilles ou pousses d'ananas attire désormais l'attention mondiale. La société Pinekazi, qui les transforme en chaussures, a déjà été sollicitée par des investisseurs et même remporté des éloges pour son procédé éco-responsable. Annuellement, environ 766 millions de tonnes de feuilles d'ananas après la récolte sont généralement brûlées ou décomposées chimiquement. En les collectant, pour chaque 1000 tonnes de déchets, nous réduisons les émissions de carbone et de méthane à hauteur de 0,28 tonnes métriques. Et nous espérons étendre ce processus à d'autres pays qui produisent également beaucoup de déchets d'ananas. Betterman Simidi, à la tête de Clean Up Kenya, souligne l'obsession du pays pour la mode rapide, autrement dit fast fashion. Il encourage l'utilisation des tissus durables pour restaurer l'industrie. Au cours des 5 dernières années, nous avons vu plus d'1 million de kilogrammes de vêtements être importés au Kenya. Et donc, lorsque nous voyons des innovations respectueuses de l'environnement émerger, comme par exemple l'utilisation de l'ananas et ses déchets afin de fabriquer des fibres utilisées pour fabriquer des vêtements, nous sommes très heureux. Ces innovations sont importantes et nous devons les encourager. Avec des initiatives telles que Pinekazi, l'avenir de la mode se profile comme une promesse de durabilité au Kenya, ouvrant la voie à un secteur plus respectueux de l'environnement. Ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous, dames et messieurs. Daniel Ouedraogo a réalisé ce